dans ce deuxième webinaire pour cette campagne céréale, qui s'intitule Gestion des techniques d'application pour une meilleure optimisation de traitements phytosanitaires. On va mettre le focus sur les traitements fongiques pour cette année parce qu'on est plein campagne fongicides, des traitements de rattrapage effectivement d'herbicides. Donc, alhamdoulilah, la campagne s'annonce bientôt bien, très bien, partout au Maroc. Et on a reçu des pluviométries aux alentours, un cumul de 400 à 500 mm dans la région nord, 300 dans la région centre. Et effectivement, ça donne envie effectivement à protéger nos cultures contre les ennemis, donc entre autres les maladies fongiques. Donc, ce deuxième webinaire, on va être accompagné comme à l'accoutumée, par notre expert Marc, qui est expert chez nous à Syngenta, surtout sur tout ce qui est traitement et gestion et techniques d'application. On va être aussi accompagné par Younes Bouyemine qui va aussi nous donner des flashs techniques sur notre portefeuille fongique. Et avant de commencer, je voudrais donner la parole à M. Axel, notre directeur général, pour le mot de bienvenue pour notre chère audience. À Bonne toi, Axel. introduction, merci Salah. Et donc, c'était déjà très bien introduit le contexte. Merci beaucoup à vous, cher producteur, d'être présent. On est là au soutien. On espère que ce séminaire vous sera utile. Et merci également à Marc Younes pour votre présence et vos beaux conseils, et à tous ceux qui ont participé à la création de ce séminaire pour nos partenaires. Donc, on essaiera de vous donner le plus d'informations, le plus de support pour la période pluvieuse qui est en cours, et pour que vous ayez tous une production optimale. Et si certains sujets ne sont pas abordés, n'hésitez pas à nous contacter par ailleurs, et on trouvera une solution pour vous aider, vous supporter, aller vous voir sur le terrain, également en parallèle de ces webinaires. Donc, voilà, bon séminaire à tous. Merci Axel, merci. Donc, pour mettre un peu l'agenda et comment on va s'organiser pendant ce webinaire, Marc, il va avoir une quarantaine de minutes pour présenter les différents aspects des techniques d'application. Et après, on passe à Myriam qui va nous proposer un sondage pendant pratiquement 5 à 10 minutes. Et après, on passe à Younes pour notre flash produits phyto proposés, nos solutions proposées par Syngenta. Et après, pour toutes vos questions, on peut envisager une séance à la fin de ce webinaire pour répondre à vos questions. Pour ceux qui veulent dans le chat mettre les questions, on va les noter, on va les proposer à nos experts pour répondre. Donc, à part Marc et Younes, on a toute une équipe de Syngenta avec nous, entre ingénieurs agronomes responsables dans les régions et aussi des responsables des portefeuilles avec nous, Céréales, Haytham et Husna, qui sont les responsables portefeuille au niveau Maghreb. On a avec nous Basma, responsable marketing, Mariam, responsable digital. Et moi, Salah Monter, chef de zone nord pour tout ce qui est réseau de distribution et fidélisation client. À vous, Monsieur Marc. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, j'ai dû commencer par vous partager mon écran. Bonjour à tous. Et en fait, oui, évidemment, moi, c'est Marc. Et donc, je travaille à Bâle dans un groupe qui est spécialisé en technique d'application. Donc, nous, notre job, en fait, ça va être d'évaluer et d'optimiser toutes les techniques d'application qu'on peut avoir à travers le monde sur différentes cultures. Et en fait, l'objectif, c'est d'emmagasiner un maximum de connaissances de façon à pouvoir les repartager avec vous. En fait, c'est ça. Et nous, donc là, on va passer en revue un certain nombre de slides et qui vont nous permettre, en fait, de déterminer comment atteindre la meilleure
applications possibles et les clés afin d'atteindre cette application. Et c'est 100% de réussite. Et donc, quand on parle de qualité d'application, pourquoi on parle de qualité d'application? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est le meilleur résultat possible. Et dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que notre produit il est représenté par la gouttelette. Et cette gouttelette, en fait, chaque fois qu'elle n'atteint pas sa cible, eh ben, tout simplement, elle est perdue pour le contrôle. Ça, c'est la première chose, parce que nous, ce qu'on veut, c'est contrôler la cible. Après, ce qu'on va avoir, c'est un deuxième problème qui est d'actualité aujourd'hui plus que jamais, c'est l'impact négatif qu'on va avoir sur l'environnement. Et en troisième lieu, c'est aussi, nous, en tant qu'agriculteurs, on a investi dans un produit et on veut optimiser cet investissement. Donc, du coup, on ne veut pas avoir de perte à ce niveau-là. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est 100% de contrôle. Ça, c'est notre objectif. Et en fait, ces 100% de contrôle, ils vont être définis par une partie, ça va être le produit. Une deuxième partie, ça va être à quel moment on va l'appliquer. Est-ce que les conditions d'application sont bonnes? Est-ce que j'ai choisi les bonnes conditions d'application? Et pour atteindre ces 100%, on a un autre élément. Et ça va être l'élément qu'on va dire l'élément technique, le matériel qu'on va utiliser, la buse qu'on va utiliser. Et ça, c'est si on arrive à atteindre tous ces points, à maximiser tous ces points, et bien là, on aura 100% de contrôle. Et pourquoi que nous, ce qu'on ne veut pas, c'est une mauvaise application. Et en fait, quel est le résultat d'une mauvaise application? C'est justement cette efficacité qui va être nulle. L'autre problème, ça va être cette exposition de l'applicateur au produit. Ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Les dommages sur les cultures voisines, ça, c'est, admettons, si on a un produit, un herbicide qu'on applique mal et puis qu'à un moment donné, eh ben, le voisin il va retrouver de l'herbicide sur sa culture. Ça, c'est ce qu'on ne veut pas. L'effet néfaste sur l'environnement, ça, c'est par exemple, on va dire, tout ce qui est eau de consommation, par exemple, donc tout ce qui est eau, parce qu'en fait, nous, ce qu'on ne veut pas, c'est retrouver notre produit dans l'eau qu'on va boire. Et en fait, on ne le veut pas pour plusieurs raisons, mais déjà, parce que nous, on la boit aussi, cette eau. Donc, on est doublement impacté à ce niveau-là en tant qu'agriculteur et en tant que consommateur. Ce qu'on ne veut pas non plus, c'est des problèmes de résidus. Je veux dire, si demain, je vais appliquer trop de produits, si mon dosage il est mauvais, ça, je ne veux pas. Parce qu'après, pour mon exportation, pour la vente, eh ben ça, je vais avoir des soucis de résidus. Des problèmes de résistance. Ça, c'est pareil. Si on a un produit, on aimerait l'utiliser pendant une période relativement longue, le plus longtemps possible, donc qu'il soit efficace le plus longtemps possible. Et si moi, j'applique mal ce produit, eh ben, bien sûr que je vais rendre ce produit sensible et puis on va créer de la résistance. Pareil, la phytotoxicité, ça c'est quelque chose que je vais éviter. Ce que nous, on veut aussi éviter en tant qu'entreprise, c'est-à-dire que c'est l'insatisfaction de l'agriculteur. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on fait ce webinaire et c'est pour ça qu'on est ensemble. Et pour vous, ce qu'on veut éviter aussi, c'est le mauvais retour sur investissement parce que vous investissez dans un produit premium et nous, on veut que votre investissement il soit optimisé. Et nous, tous ensemble, ce qu'on veut, c'est garder une image positive de l'agriculture et de l'agriculteur. Et donc, pour ça, à un moment donné, il va falloir faire un certain nombre faire un certain nombre de choix et peut-être améliorer un certain nombre de points de façon à ce que nous, on ait tous
on donne tous une image positive de l'agriculture. Et donc pour ça, on a un certain nombre de points qu'on disait tout à l'heure qu'il faut maîtriser. Et ça, c'est les facteurs qui influencent la qualité d'application. Et donc dans ces facteurs, il y a bien sûr le timing, comme on disait tout à l'heure, par exemple la météo. Connaître mon produit, je dois connaître mon produit, comment il fonctionne. Donc, savoir si c'est un produit foliaire, application du sol, injection, traitement de semences. Est-ce que c'est quel mode d'action il va avoir? Quel type de formulation? Est-ce que c'est un produit curatif ou un produit de protection? Il faut que je connaisse ma plante. À quel moment il faut que j'applique mon produit? Il faut que je connaisse ma cible. Idem, à quel moment je dois appliquer mon produit pour que je puisse maîtriser ma cible? Les dosages. Le mélange. Est-ce que je peux mélanger mon produit ou est-ce que je ne peux pas le mélanger? Et après, on a toutes ces conditions météo. Le vent, l'impact que va avoir le vent, l'impact que va avoir la température. Il faut que je connaisse l'impact que va avoir l'humidité relative. Est-ce que je vais avoir des précipitations? Oui, non. Et puis après, on a toute cette partie technique. Et ça, c'est entre parenthèses, c'était la partie du haut dans le premier slide. C'est mon matériel, ma buse. Voilà. Ça, c'est les choses que je dois savoir. Et en fait, tout ça, on pourrait le résumer en connaissances techniques et agronomiques. Est-ce que j'ai coché toutes les cases de connaissances techniques et agronomiques afin d'appliquer mon produit correctement? Voilà. Et on a, par exemple, un premier point qu'il faut qu'on maîtrise, c'est est-ce que mon produit est un produit curatif? Est-ce que c'est un produit préventif? Quel est son mode d'action? Est-ce que ça va être un produit de contact ou un produit systémique? Et ça va encore une fois influencer mes choix en termes de technique d'application. Si là, on prend un exemple de différents produits, on peut voir que là, on a un produit en fait qui a été appliqué avec un traceur radioactif du carbone 14. Et on peut voir comment il migre à travers la plante dans le temps. Et on voit très bien que dans la partie de gauche, là, on a un produit de contact et on voit que 24 heures, 48 heures, 96 heures, en fait, ce produit ne bouge pas. Donc, il agit là où il est tombé. Là où la gouttelette, elle atterrit, c'est là où il va agir. Et donc, nous, ça va nous donner une information. Ça me donne l'information que, en fait, si je veux maîtriser ma cible, il faut que j'amène cette gouttelette au bon endroit. Donc, il faut que j'ai une répartition sur la feuille qui soit optimisée. A contrario, si j'ai un produit systémique, on voit que là, 6 heures, 24 heures, 72 heures, on voit que le produit il migre dans la plante. Et ça veut dire pour nous, ça veut dire que, en fait, en termes de technique d'application, on va peut-être pouvoir utiliser des gouttes beaucoup plus grosses ou des volumes beaucoup plus bas. Voilà, ça, c'est des informations qui sont liées à la connaissance de notre produit. Comment fonctionne mon produit? Ça nous donne des informations en termes de technique d'application. Là, j'ai une petite vidéo, en fait, qu'on va regarder sur la compatibilité. Et on a deux produits. On a un produit Syngenta Premium qu'on va mélanger avec un additif. Et on a un produit générique qu'on va aussi mélanger avec exactement le même additif. Et là, on va regarder ce que ça a comme effet. Et tout simplement, on va essayer de comprendre pourquoi il est important, de connaître mon produit. 2, il est important pourquoi moi, en tant qu'agriculteur, je vais acheter un produit premium. Parce qu'à un moment donné, effectivement, on peut se poser la question, pourquoi j'achète un produit premium? Pourquoi je ne vais pas acheter un produit générique X ou Y qui vaut 20% moins cher?
pourquoi je fais ça. Et à un moment donné, ça, il faut le comprendre. Il faut comprendre pourquoi on fait cette démarche. Parce que ce n'est pas anodin, en fait. Ce n'est pas anodin de dire, à un moment donné, moi, je préfère mettre 20 $ de plus dans le produit X que acheter un produit générique à 20 $ de moins. Et ça demande un peu de temps quand même. Hein. Donc là, ce qu'on peut voir, par exemple, donc là, il le passe dans une passoire. Donc, il a fait son mélange. Il passe le tout dans une passoire, ce qui va être représentatif, par exemple, de notre buse ou bien des filtres qu'on a, derrière la buse. Et là, on voit, il y a eu une sédimentation, il y a un dépôt. En fait, tout ne passe pas à travers la passoire. Donc, dans le mélange qu'on a fait avec ce produit générique, tout ne passe pas à travers la passoire. Et on peut aisément en conclure que ce qu'il y a dans ce dépôt, c'est du produit. Il y a du produit. Inévitablement, il y aura du produit dans ce dépôt. Et donc, voilà. Pourquoi moi j'achète un produit premium avec une formulation qui est optimisée? Nous, on met du temps à optimiser nos formulations. Syngenta met du temps, on a des groupes qui sont dédiés qu'à ça, optimiser les formulations. Et pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que là, si on regarde mon petit graphique, moi, si j'investis 100 $, là, 100 $, dans ces 100 $, je vais avoir 60 $ de matière active. Dans ces 60, pour optimiser ces 60 $ de matière active, je vais rajouter 40 $ de formulation. Et donc, ça me permettra d'optimiser mes 60 $ de matière active. Ça va me permettre d'optimiser mon investissement de 100 $. Je l'optimise en utilisant effectivement mes 60 $ de matière active. Si moi, j'ai une formulation qui n'est pas optimisée, et effectivement, d'entrée de jeu, je vais payer peut-être 80 $. Le même produit, je vais le payer, la même matière active, je vais la payer 80 $. Mais bon, je veux dire, les entreprises qui font des produits génériques, il faut bien qu'elles gagnent de l'argent quelque part. Et en général, elles gagnent de l'argent aussi sur la formulation. C'est-à-dire les formulations des produits génériques, elles sont plus pauvres, tout simplement. Et l'impact, il est relativement simple. C'est que moi, les 20 $ que je vais gagner, ils vont faire que moi, mon investissement, en fait, il va être perdu parce que je n'ai pas optimisé la matière active que j'ai achetée. C'est-à-dire que j'ai acheté pour 60 $ de matière active, mais comme ma formulation n'est pas bonne, je vais optimiser que 40 $ de ma matière active. Et donc là, on voit nos petits billets qui s'envolent. Et ça, c'est que un lien direct. C'est que le lien direct entre l'optimisation de ma matière active grâce à la formulation. Ce n'est pas, encore une fois, ce qu'on a vu tout à l'heure, par exemple, cette perte que je vais avoir dans les filtres parce que ma formulation n'est pas optimisée. Ce n'est pas, encore une fois, cette perte que je vais avoir parce que je ne vais pas maîtriser ma cible. Ça, c'est encore des choses qui vont se rajouter dessus. Et en fait, je ne sais pas si vous avez vu passer en Europe, il y a quelques années, on a eu des plaintes. La pharma a eu des plaintes parce qu'ils ont changé le Levothyrox. Le Levothyrox, c'était un produit pour la thyroïde. Et en fait, l'entreprise qui faisait ce produit, elle s'est dit, tiens, nous, on va gagner un peu d'argent, on va économiser un peu d'argent tout simplement, et on va changer la formulation. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, le produit ne fonctionnait plus correctement. Pour certains patients, le produit ne fonctionnait plus correctement. Et donc, du coup, ça a fait un tollé. En Europe, ça a fait un tollé. On l'a vu aux 20 heures, on l'a vu dans les plus grands journaux. Et voilà. Et en fait, tout ça pour vous dire que ça c'était pour la pharma. C'est-à-dire que pour la pharma, effectivement, on le voit dans les grands journaux, ça fait un tollé. Voilà, la formulation n'était plus optimisée. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que ça atteint l'humain, ça atteint la majeure partie des gens. Et la pharma touche à l'humain. Alors, donc du coup, tout le monde
tout le monde va relayer l'information. Chez nous, pour l'agrochimie et pour l'agriculture, ça ne touche pas l'humain. Ça touche nous en tant qu'exploitants, voilà, mais ça ne touche pas l'humain. Et donc, du coup, eh ben, ces problématiques de formulation, elles ne sont pas relayées. Elles ne sont pas relayées par les journaux, elles ne sont pas relayées par les médias parce qu'on n'est pas assez, on représente pas assez de gens. Mais par contre, ce qui est vrai pour la pharma, c'est aussi vrai pour l'agrochimie. Et donc là, quelles sont les conséquences d'un mauvais mélange? Et bien là, on peut avoir par exemple de la phytotoxicité. Donc voilà, mes plantes, elles réagissent mal. On peut avoir de l'antagonisme, c'est-à-dire que tout simplement, mon produit qui aurait dû avoir 100% d'efficacité, n'a que 80% d'efficacité, ce qui va engendrer après, encore une fois, d'autres problèmes. On peut avoir un comportement néfaste dans l'environnement, c'est-à-dire qu'il va peut-être être toxique pour l'environnement. Et ce qu'on a vu dans le film tout à l'heure, on peut avoir une déstabilisation. On peut avoir une déstabilisation physique ou on peut avoir une déstabilisation chimique. La déstabilisation chimique, ça va créer de la phytotoxicité ou de l'antagonisme. Et la déstabilisation physique, ça va avoir des problèmes, comme on a vu tout à l'heure dans le petit film. Et d'autres facteurs, en fait, les autres facteurs qui influencent donc ma qualité d'application, et ça, on en revient à notre discussion tout à l'heure, c'est-à-dire que mes connaissances agronomiques. Est-ce que je connais correctement ma cible? Est-ce que je sais où elle est située sur la plante? Est-ce que je connais le bon stade? Est-ce que je sais si je dois ajouter un produit de contact pour une meilleure répartition sur la feuille à ma plante? Est-ce que je vais être obligé d'avoir une buse qui va atteindre le dessous de la feuille? Est-ce que mon produit, c'est un produit de contact ou c'est un produit systémique? Dans quel cas, un produit translaminaire et j'ai de la mouche blanche, ça sera bon? Voilà. Est-ce que tout ça, c'est toutes des choses que moi, je dois savoir afin de faire les bons choix en termes de technique d'application? Et en termes d'équipement, il faut que j'utilise le bon matériel. Le bon matériel, ça veut dire du matériel calibré. Parce que moi, ce que je veux, c'est avoir le volume demandé avec la bonne taille de gouttelette sur la cible. C'est-à-dire que ce que moi je demande, ce que moi je réfléchis en tant qu'agriculteur, j'ai besoin de telle et telle taille de gouttelette, j'ai besoin de tel et tel volume. Il faut que je sois sûr que mon matériel me le fournisse. Donc, moi, ce qu'il faut que je choisisse, il faut que je choisisse le bon volume, de façon à avoir une couverture uniforme, choisir la buse qui va bien, de façon à avoir une bonne pénétration dans la canopée, le bon volume, encore une fois. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je choisisse la bonne buse pour éviter une quelconque dérive, parce que ce qu'on disait, ce qu'on ne veut pas avoir, c'est retrouver un produit dans l'eau de consommation, et ça serait mauvais pour tout le monde, parce qu'à un moment donné, pourquoi ce serait mauvais pour tout le monde? Ça serait mauvais pour tout le monde parce que nous, en tant qu'entreprise, ce qu'on ne veut pas, c'est avoir notre nom sur la première page du journal en disant on a retrouvé un produit Syngenta dans l'eau de consommation. Ça, nous, on ne veut pas. Mais vous ne le voulez pas non plus. Parce que demain, si ça arrive, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer la même chose que ce qui se passe en Europe aujourd'hui, c'est que la régulation, elle va devenir, ça va devenir quelque chose de très intransigeant. Et tout notre travail, il va être entravé par de la régulation. Et la régulation, en général, je suis désolé de le dire, mais c'est fait par des gens qui n'ont pas de connaissances agronomiques, qui ne savent pas. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils tranchent. Ils tranchent. Et en général, quand ils tranchent dans le vif. Et nous, ça, on ne veut pas. Et c'est pour ça que nous, en fait, on est responsable
à double titre de notre propre pérennité. On est responsable de notre pérennité en tant qu'agriculteur de façon à pouvoir continuer à travailler comme on a envie de travailler et comme on travaille bien. Et on est responsable de notre propre pérennité en tant qu'être humain. Parce que nous, on ne veut pas contaminer notre propre eau de consommation. On sait très bien que nous, ce qu'on utilise, c'est des produits phytosanitaires. Ça, on en est conscient. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui peut dire qu'il n'en est pas conscient. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que nous, on veut que ces produits phytosanitaires ils soient utilisés dans les meilleures conditions possibles. Et pareil, encore une fois, on veut éviter, par exemple, le ruissellement. Ce qu'on veut, c'est que la dose qui arrive sur la feuille, eh ben, elle reste sur la feuille. Et quand on parle de ruissellement, on parle de ruissellement parce que souvent moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des idées reçues, en fait. Et ces idées reçues, eh ben, c'est que là, on a deux images, là, on a deux photos. En fait, c'est des photos, c'est des rosiers. J'ai pris des rosiers parce qu'on le voit bien, c'est plus facile à visualiser sur les roses que sur les céréales. Mais en règle générale, beaucoup de gens pensent que des très hauts volumes favorisent la pénétration, ce qui n'est pas vrai. Encore une fois, l'objectif, c'est de mouiller. Les gens, ils pensent que mouiller 100% de la feuille, c'est un objectif. Ce n'est pas vrai, encore une fois, parce que tout simplement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il faut connaître son produit. Après, idem, une pression. J'augmente la pression. Les gens, ils pensent, OK, j'augmente la pression au manomètre, je vais augmenter la pénétration dans la canopée. Ce qu'on fait quand on augmente la pression au manomètre, on augmente le potentiel de dérive. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Et voilà, la visualisation. La visualisation, c'est que souvent, quand on regarde quand on est en train d'appliquer, il y a un nuage. Et souvent, on se dit, ah, j'ai un beau nuage, et donc ça veut dire que j'ai une bonne application. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce nuage, c'est des gouttelettes. C'est des gouttelettes qui sont fines, c'est des gouttelettes qui s'évaporent facilement, c'est des gouttelettes qui vont être dérivées facilement, et donc c'est des gouttelettes qui ne vont jamais atteindre leur cible. D'accord? Donc, nous, on sait que, par exemple, pour les céréales, on a une recommandation entre 200 et 400 litres hectares selon le stade de la culture ou la cible ou le mode d'action. Donc, nous, on sait qu'on va jouer dans cette plage. Grosso modo, on va jouer dans cette plage. Si quelqu'un commence à dire, bah, moi, j'ai appliqué 800 litres hectares, là, on peut savoir que d'entrée de jeu, eh ben, on peut être sûr qu'on va avoir du ruissellement et toute gouttelette qui ne reste pas sur la feuille et qui n'est pas sur la cible, c'est quelque chose, c'est du produit qu'on a perdu. D'accord? Donc, nous, ce qu'on veut, on voit là ce fameux nuage dont je parlais tout à l'heure sur les deux photos là. Et bien, tout ça, c'est des fines gouttelettes qui vont être dérivées et qui ne vont pas arriver sur la cible. Et donc, on a une contamination de l'environnement, de l'applicateur. On a un mauvais ratio entre la dose que je vais appliquer et ce que je vais déposer et le dépôt que je vais avoir sur la cible. D'accord? Donc là, on a des techniques. Hein. Par exemple, on peut utiliser des buses antidérives. Ça, on a du matériel et on sait comment faire pour ne pas avoir ce fameux nuage derrière la rampe d'application. Parce que tout simplement, voilà, c'est ce qu'on disait là. C'est que, en fait, c'est la double peine. C'est la double peine parce que, en fait, donc, non seulement la gouttelette qui n'arrive pas sur la cible, eh ben, elle est perdue pour le contrôle, c'est-à-dire que je ne vais pas contrôler ma maladie, par exemple. Au lieu de contrôler 100% de la maladie, ben, je vais contrôler 80% de la maladie. Et derrière, il y a une perte financière directe. Il y a une perte financière directe parce que ces gouttelettes, eh ben, c'est du produit qui va s'envoler. Il va s'envoler, on peut le voir, il va s'envoler, il va bien arriver quelque part. Alors, il va arriver peut-être que sur la parcelle du voisin, on peut le voir sur la photo de droite, il va peut-être arriver sur la parcelle du voisin. Donc, il va contaminer la parcelle du voisin. Si nous, on applique un herbicide, ben, le voisin, il n'a peut-être pas forcément besoin d'un herbicide à ce moment-là. Et tout simplement, ce produit, c'est de l'argent. C'est de l'argent que nous, on a investi. Et c'est notre investissement eh ben, qui s'envole, quoi. Et c'est pour ça que on parlait tout à l'heure de connaissances agronomiques.
ou de connaissance, de compréhension de la situation dans laquelle on est au jour J où on veut appliquer. Et là, on peut prendre un exemple de la température et de l'humidité. Et ces nuages qu'on vient de voir là, c'est en général, c'était tous des nuages qui tournent avec des gouttelettes qui sont autour des 100 microns. D'accord ? La taille des gouttelettes, c'est 100 microns. Et nous, on sait que, par exemple, on a fait des études pour définir à quel moment ces gouttelettes, elles vont être évaporées. Et là, on voit qu'avec une humidité relative de 70% et une humidité relative de 40%, ce qui est souvent le cas dans vos pays, c'est-à-dire des humidités relatives qui peuvent être basses aussi en Afrique du Nord, avec des températures qui sont relativement hautes, on peut avoir un cycle de vie de la gouttelette, donc avant l'évaporation, de ici par exemple 20 degrés, 40% d'humidité, la gouttelette, elle sera évaporée au bout de 9 secondes. Si j'ai 70% d'humidité, elle va être évaporée au bout de 20 secondes à 20 degrés. Mais un jour où il va faire chaud, 30 degrés, 18 secondes, 8 secondes pour 40% d'humidité relative. Et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que tout simplement, quand vous regardez votre nuage, vous regardez combien de temps ce nuage, justement, il est en suspension. Regardez combien de secondes ce nuage il est en suspension. Et là, vous pouvez commencer à vous dire, voilà, le temps qu'il est en suspension, ça, c'est toutes ces gouttelettes qui vont soit être dérivées, soit être évaporées. Et ça, c'est tout de l'argent que moi, je perds. Donc, en fait, les facteurs qui influencent la dérive, c'est, on va dire, le vent. Donc, le vent, on sait que au-dessus de 5 mètres secondes, ça commence à être difficile. Là, il faut arrêter d'appliquer. L'idéal d'un vent, le vent, en fait, pour appliquer, ce serait 1 mètre seconde. Ça, ce serait la situation idéale au niveau de la météo, 1 mètre seconde. La hauteur de rampe, c'est-à-dire que plus je vais appliquer avec une rampe qui va être haute par rapport à la cible, plus je vais créer de la dérive, plus je vais influencer d'une manière, je vais influencer le fait d'avoir de la dérive. Parce que en fait, nos buses, quand on a une buse de 110 degrés, par exemple, elle a une hauteur qui est optimisée pour 50 cm au-dessus de la cible. Donc, si moi, je passe à 80 cm au-dessus de la cible, par exemple, j'optimise pas ni l'angle, ni la taille de la gouttelette. La vitesse d'avancement, j'ai une rampe qui va être haute et j'ai une vitesse d'avancement rapide, je favorise le phénomène de dérive. Le type de buse, ça, on va y revenir assez précisément. La taille de gouttelette, pareil, ça, c'est aussi une influence et on va y revenir assez précisément. Et la pression à laquelle je vais appliquer. On sait très bien que la pression a une influence sur la taille de la gouttelette. Et ça aussi, on va y revenir. Et en fait, là, on est dans le dilemme. On est dans le dilemme. Mais tout simplement, nous, ce qu'on a dit, c'est que, donc, on sait que plus je vais avoir des gouttelettes fines, plus je vais avoir une couverture de la cible qui va être importante. Par contre, plus j'ai des gouttelettes fines, on sait que là, plus fines seront les gouttelettes, moins j'aurai de pénétration dans la canopée. Plus fines seront les gouttelettes, plus important sera mon risque de dérive. Donc, le risque de contamination des parcelles adjacentes, de l'eau ou tout simplement de perte d'efficacité. Et nous, ce qu'on a défini tout simplement, c'est que toutes ces gouttelettes qui sont fines, nous, en tant qu'entreprise, on dit qu'elles sont à proscrire. C'est-à-dire que chez Syngenta, il n'y aura plus personne aujourd'hui qui va vous dire « Ok, vas-y, utilise une gouttelette fine ». Ça, chez Syngenta, on a réalisé avec toutes les études qu'on a eu l'occasion de faire à travers le monde, dans différentes cultures, que de toute manière, ces gouttelettes fines, elles n'apportaient absolument rien, tout simplement. La perte est beaucoup plus importante, l'effet négatif de l'utilisation de ces gouttelettes fines est beaucoup plus important que ce que ça peut nous apporter. Et donc, du coup, nous,
avec toutes ces études, on est tombé sur le message de dire, eh ben, ces gouttelettes fines, tout simplement, elles seront à proscrire. C'est-à-dire que tout ce qui va être utilisé chez nous comme produit, eh ben, ça va être recommandé à partir de médium, donc des gouttelettes de taille moyenne, qui commencent à 350 microns à peu près. D'accord? Et donc là, c'est pour ça que nous, on sait qu'on a un large choix de buses qui est à notre disposition. Ça, on le sait. Donc nous, on sait qu'on peut jouer avec un certain nombre de buses et la question aujourd'hui, c'est de dire quelle buse on va utiliser pour rester dans cette taille de goutte médium à grosse, voire très grosse, selon le produit que je vais utiliser. Là, on voit qu'au milieu, il y a cette fameuse buse holocone là, donc qui est marquée d'une croix rouge. Et ça, en fait, c'est tout simplement parce que c'est une buse qui est à proscrire également. C'est un peu comme les gouttelettes fines. Ça, c'est des buses qui sont à proscrire sur les rampes d'application. En grande culture, on n'utilise jamais de buse holocone sur des rampes d'application en grande culture. Tout simplement parce qu'en fait, on n'optimise pas le jet. En règle générale, c'est des gouttelettes fines, donc ça c'est déjà un premier problème, mais on pourrait très bien dire on utilise des holocones à induction d'air, mais le problème il est qu'une fois qu'elles sont placées sur une rampe en grande culture, à plat, on n'optimise plus le jet. Et ce qui va faire qu'il y a des endroits où on va avoir plus de produits et il y a des endroits où on va avoir moins de produits. Et donc, l'application, elle ne va plus être égale. D'accord ? Et donc, on a un certain nombre de buses qui nous sont proposées. Et donc, il faut répondre à certaines questions de façon à choisir la bonne buse. Quel est mon produit, son mode d'action, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La couverture, quelle est la cible, donc quelle est la couverture dont j'ai besoin, où elle se trouve, le volume, à quel volume je vais appliquer aujourd'hui, quelle est ma vitesse d'application, ça va définir le type de buse et la taille de la buse que je vais utiliser. Et donc, tout ça, c'est des questions auxquelles il faut que je réponde. Et ça, on a un certain nombre d'aides. On a des aides à la décision, c'est-à-dire que chaque entreprise qui fait des buses, on a iPro, on a Lechler, on a T-Jet, toutes ces entreprises, en général, dans leur catalogue, elles vont vous donner des conseils d'utilisation. Et dans ces conseils d'utilisation, en fait, on a le type de buse. On aura eu tout à l'heure, là, on va voir le type de buse, différents types de buses. On a dans chaque catalogue, on a différents types de buses. Est-ce que ça va être une buse à jet plat? Est-ce que ça va être une buse à double jet plat? Est-ce que ça va être une buse à induction d'air? Est-ce que ça va être une buse juste anti-dérive? Voilà. Ça, c'est les aides à la décision qu'on peut trouver dans les catalogues. Après, ce qu'il faut qu'on sache, nous, c'est que les buses, elles sont normées. Ces buses, elles sont normées, ça veut dire qu'une couleur, quelle que soit la buse, est-ce que j'ai une buse à jet plat ou que j'ai une buse à double jet ou que j'ai une buse à un angle de 30 degrés ou quelle que soit la buse, à partir du moment où elles ont la même couleur, elles vont avoir le même débit. Et c'est-à-dire que, par exemple, une buse 0,4 rouge à jet plat ou à double jet, eh ben, à 3 bars, elle aura 1,6 litres de débit par minute. Voilà. Ça, c'est les buses, elles sont normées. Et ça, c'est important à savoir. C'est-à-dire que moi, demain, je sais que je change juste de cible. Je roule toujours à la même vitesse. Je roule toujours avec la même pression. Et je veux appliquer toujours le même volume. Eh bien, j'ai juste à changer de type de buse en gardant la même couleur, par exemple. C'est-à-dire que si je change d'une buse à jet plat à une double jet, eh ben, je peux continuer à appliquer le même volume avec la même vitesse, la même pression. J'appliquerai toujours mes 1,6 litres par minute à 3 bars. Avant, on parlait de la pression. On parlait de la pression. Et pourquoi on parlait de la pression? Pourquoi la pression est importante?
on sait que la pression a une influence sur la taille de la gouttelette. C'est-à-dire que moi, je sais que, par exemple, ma gouttelette, pour qu'elle reste dans un registre de taille acceptable, eh ben moi, il faut que je joue, par exemple, avec telle et telle buse, il faut que je joue de 1 à 3 bars. Au-dessus de 3 bars, eh ben, ma pression elle sera trop haute et donc ma taille de gouttelette elle va diminuer. Et ça, c'est ce que je ne veux pas. Donc ça me donne l'importance de connaître la pression à laquelle je vais appliquer. Comme on peut voir là, par exemple, on prend une 0,4 110 en rouge. Je sais que, par exemple, que pour cette buse-là, eh ben, je vais rester dans une taille de gouttelette acceptable tant que j'applique entre 0 et 3 bars. Si j'applique à plus que 3 bars, eh ben là, j'arrive dans du fin, une gouttelette fine, ce qu'on disait tout à l'heure, et ça, c'est ce que je ne veux pas. C'est-à-dire que moi, ma plage d'application pour une XR 110 04, eh ben, ça sera de 1 à 3 bars. Si je passe au-dessus de 3 bars, si mon manomètre il me donne plus que 3 bars, là, j'ai un problème parce que ma buse, eh ben, elle ne donnera plus la taille de gouttelette que moi, je veux. Nous, en tant qu'entreprise, ce qu'on a, on a développé un certain nombre de buses qui vont nous aider à résoudre certains problèmes spécifiques. Et ça, c'est des buses. On a par exemple une Amistar là, qui va avoir un jet, qui va avoir pour optimiser les traitements fongicides. On a la Défi en 3D qui va être une buse à double jet. On a un certain nombre de buses comme ça. On a la Dropleg par exemple, que elle va nous aider à appliquer dans le volume en pommes de terre. On a développé avec Pro un certain nombre de buses. Et pourquoi on a développé ça? Parce qu'on a vu que tout simplement, il y avait un besoin de sortir certaines spécificités du lot. Et en fait, pourquoi moi, je vais appliquer avec une buse à jet plat ou avec une buse à double jet? Là, on voit que ma buse à jet plat, non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, on voit que ma buse à jet plat, je vais revenir en arrière. Voilà. Là, elle va appliquer, quand elle applique, en fait, eh ben, elle va appliquer toutes les parties plates de la plante et elle ne va pas appliquer tout ce qui est en partie, on va dire, toutes les parties qui sont en ombre. Partout où on voit du rouge, c'est les parties qui ont été appliquées. Et ça, c'est l'effet d'une buse à jet plat. C'est-à-dire que toutes ces gouttelettes, elles vont arriver là où il n'y a pas d'ombre. D'accord? Si j'utilise demain une buse, pourquoi on a utilisé la buse des filles là? Eh bien, tout simplement parce que cette buse, elle va me permettre d'appliquer dans toutes ces zones d'ombre. C'est-à-dire non seulement sur les parties plates ou sur les parties qui sont devant la feuille, mais aussi sur les parties qui sont derrière la feuille. C'est-à-dire toutes les parties qui sont à l'ombre, quelque part à l'ombre du jet, eh ben, elles vont tout de même être appliquées parce qu'il y a une partie de la buse qui applique vers l'arrière. Il y a une partie de la buse qui applique vers l'avant et une partie de la buse qui applique vers l'arrière. Voilà. Et donc ça évite ces phénomènes d'ombre. C'est pour ça, tout simplement, qu'on a essayé de développer aussi des buses, donc avec AI Pro, en l'occurrence cette 3D là, de façon à optimiser l'application. Et là, on en est donc à la calibration. Nous, on a besoin d'un matériel qui est calibré. Calibré, ça veut dire que si on lui demande de sortir un certain volume à la minute, on sait qu'il va sortir ce volume à la minute. Tel et tel volume va sortir la buse à telle minute. Tel et tel. Pardon, je vais recommencer. On sait que le volume qu'on va demander va être appliqué effectivement à telle et telle pression, à telle et telle vitesse. Donc, on a un certain nombre d'étapes. Bien sûr, on a le choix du volume. On va choisir la buse en fonction du volume qu'on veut appliquer et la taille de la gouttelette qu'on veut appliquer.
Et donc, ça va nous donner une certaine pression. Ça, c'est ce qu'on a vu sur la page tout à l'heure, où on a vu que une 110,04, elle va appliquer jusqu'à 3 bars une taille de gouttelette médium. Et ça, c'est ce qu'on veut. Après, ce qu'on a, c'est le choix de la buse. Quel type de buse? Est-ce que je vais utiliser une buse à jet plat? Est-ce que je vais utiliser une buse à double jet? Est-ce que je vais utiliser une buse qui va me permettre d'appliquer que l'épi, par exemple? Alors, tout ça, c'est des options. Une fois que j'ai ça, je connais ma buse, je sais le volume le volume que je dois avoir, le flux par minute que je dois avoir à la buse. Je sais la pression à laquelle je vais utiliser tout ça. Donc, je connais ma vitesse. Donc, il faut que je calibre ma vitesse. Il faut que je sache si mon tracteur, je lui demande de rouler à 12 km/h, est-ce qu'il roule effectivement à 12 km/h? Donc, ça, c'est la calibration de la vitesse du tracteur. Il faut que je connaisse ma vitesse afin de pouvoir appliquer la bonne dose sur la cible. Il y a une autre chose qui est importante, c'est l'importance d'avoir du matériel qui est en bon état. Donc, je fais une inspection visuelle de mon matériel. Est-ce que mon matériel est en bon état? Est-ce que j'ai des fuites? Est-ce que mon manomètre fonctionne correctement? Voilà, tout ça, c'est des questions qu'il faut que je me pose. Parce qu'on ne peut que travailler correctement avec du matériel qui est en bon état de fonctionnement. Après, on va commencer à tester le volume. Donc, je regarde, est-ce que j'ai le bon flux à la buse? Je teste le volume à la buse. J'ai la pression, je mets mon matériel en route, je teste ma pression, je regarde, est-ce que j'ai effectivement mes 1,6 litre par exemple qui sortent à 3 bars avec une buse à 0,4. On sait par exemple par contre qu'un test de volume se fait à l'eau claire. C'est-à-dire que tous les tests qu'on va faire avec notre pulvé se font à l'eau claire. On n'a jamais de produit dans la cuve quand on fait des tests. Tout simplement parce qu'on ne veut pas se contaminer et on ne veut pas contaminer l'environnement. Et après, on sait que voilà, on a une tolérance. On a une tolérance de plus 5, moins 5% par rapport à la moyenne que je vais avoir sur l'ensemble de mes buses. C'est-à-dire que moi, si je demande 1,6 litre, si j'ai 1 litre 5 et 1 litre 7, ça c'est acceptable. Si j'ai 1 litre, c'est plus acceptable. Voilà. Donc là, on commence par nettoyer ses filtres, on commence par nettoyer ses buses, on commence même, et après on peut même et après on commence par remplacer. Et en fait, là, on en vient à une question qui est relativement fondamentale, c'est remplacer. Remplacer, prendre le temps de calibrer. Est-ce que, voilà, moi, quand j'applique, il faut que ce soit appliqué, il faut que j'y aille, il faut que, voilà. On est toujours pris par le temps. En tant qu'agriculteur, on est souvent pris par le temps. Et c'est là où il faut se poser les bonnes questions. C'est à ce moment-là qu'il faut se poser les bonnes questions, c'est-à-dire que là, il faut revenir à quels sont les risques qui sont liés à une mauvaise calibration. Si j'applique trop, j'ai du ruissellement, j'ai de la contamination des eaux, j'ai de la contamination des sols, j'ai de la phytotoxicité et clairement, je vais avoir une perte financière. Clairement, tout ce qui n'est pas sur la cible, c'est ce que je perds de l'argent. Si je n'applique pas assez, encore une fois, qu'est-ce que je risque? Je risque de la résistance, je n'aurai pas le contrôle de la cible et encore une fois, qu'est-ce qui va se passer? J'ai une perte financière. Et là, on fait l'exemple un petit peu basique avec 10% de pertes liées à une mauvaise calibration. Si on a 10% de pertes liées à une mauvaise application sur une exploitation de 100 hectares, d'accord? On sait que sur 100 hectares, on a un coût moyen des applications sur une saison, c'est 100 $ par hectare. Si moi, j'ai 10% de pertes, c'est que j'ai 10 $ par hectare que je perds. Sur 100 hectares, sur une saison, 10%, ça fait 1 000 $ que j'ai perdu sur la saison. C'est relativement facile. Si moi, je considère le salaire horaire et le salaire jour qui est pratiqué chez vous, on va dire 10 $ par jour, en fait, je sais que
j'ai investi 10 $. Une journée, j'ai investi 10 $ sur une personne qui va faire la maintenance de mon matériel et qui va faire en sorte que je n'ai pas cette perte de 1000 $ par saison. Je pense que là, on peut commencer à se poser la question. Là, on peut se dire, ah, est-ce que ça vaut peut-être pas le coup que je mette un de mes ouvriers ou même moi, voilà. Est-ce que ça vaut pas le coup de prendre une journée pour faire en sorte que mon matériel soit bien calibré et soit en bon état d'utilisation. Idem pour la buse. Une buse, si ça vaut 5 $, si j'ai une rampe de 15 mètres, si je les change toutes, ça me coûte 150 $. J'ai investi 150 $ pour ne pas perdre 1000 $. Moi, je pense qu'à ce moment-là, là, il faut commencer à se poser la question. Et là, ça vaut le coup de se poser la question. Et on peut faire, là, on fait le calcul avec une perte directe liée à une mauvaise calibration. Mais après, là, je ne calcule pas la perte de rendement. Si je n'ai pas assez et si je ne contrôle pas ma cible, on a encore une fois un deuxième effet, qui est la perte de rendement. Et ça, là, je ne l'ai pas calculé. Donc, sur les 1000 $, on peut facilement doubler cette perte sur 100 hectares. Donc là, on en revient à cette calibration de la vitesse. Voilà, je calibre ma vitesse. Est-ce que mon tracteur applique effectivement à la vitesse que j'ai demandé? Et donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est la maintenance. Voilà. Est-ce que mes tuyaux sont en bon état? Mon manomètre, est-ce qu'il fonctionne? Est-ce que ma valve anti-goutte fonctionne? Quelle est la condition générale de ma rampe? Est-ce qu'elle est en bon état? Est-ce que mes buses fonctionnent? Voilà. Est-ce que mes buses sont sales? Est-ce que mes buses sont abîmées? Est-ce que mes fils sont sales? Est-ce que mes fils sont abîmés? Tout ça, c'est des questions auxquelles il faut que je réponde et dans quel cas il faut que je remédie à la situation. Parce que là, on voit, par exemple, l'orifice d'une buse. Celle-là, voilà, on la voit, hein, elle a l'air la A, elle a l'air tout à fait correcte et elle arrive déjà à une déviation standard de 6%. Donc, elle est déjà hors de la cible. Et là, on voit, voilà, avec des buses que moi, j'ai déjà vu souvent à travers dans les exploitations qu'on a eu l'occasion de visiter. C'est pas rare de voir quelqu'un qui a une buse bouchée et qui va la déboucher avec un morceau de ferraille ou qui même va la laisser boucher. Ou que, voilà. Et ça, c'est des choses qu'on voit, on le voit, hein, je ne l'ai pas inventé. Et là, on voit non seulement une perte, une déviation standard, mais en plus, on voit que ce n'est pas égal. L'application en bleu, là, ce qui est donc appliqué en bleu, ce n'est pas égal. On a des endroits où on a plus de produits, on a des endroits où on a moins de produits. Donc, on a des endroits, à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut avoir? On va avoir des endroits où on va avoir de la phytotoxicité et à d'autres endroits dans la parcelle, on va avoir de la résistance. Voilà. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire quand on ne calibre pas notre matériel. Et en fait, on a un calcul qui est relativement facile, c'est-à-dire que pour voir est-ce que j'ai le débit, quel débit j'ai besoin et après tester mon débit, je connais ma vitesse que j'ai testée, je connais l'espacement entre les buses, je connais mon volume que je veux appliquer parce que je sais quel volume j'ai besoin d'appliquer par rapport à ma cible et par rapport à mon produit. Donc ça, c'est un calcul basique. Mais moi, honnêtement, ce calcul-là, je vous le montre parce qu'en plus, il est en anglais, donc il n'y a rien pour bien faire. Donc, je vous le montre parce que voilà, il faut savoir qu'il est là. Mais comme nous, on habite tous dans des pays où on a grosso modo du réseau, où on a tous un smartphone et puis on est tous des adeptes du 21e siècle, eh ben, il y a des applications qui vont nous aider à prendre des décisions. Et là, par exemple, j'ai pris deux applications. Hein. J'ai pris deux exemples d'applications. Il y en a une, c'est une application qui est… Donc, Leschler, ils font des buses. Hein. C'est une entreprise qui fait des buses. Donc, dans votre téléphone, vous cherchez application Leschler. Et cette application, par exemple, elle va vous proposer différentes choses. Elle va vous dire, bon, voilà, à quelle vitesse tu veux appliquer? Donc là, moi, je dis, je vais appliquer à 8 km/h. Quel volume tu veux appliquer? Moi, je vais appliquer 300 litres hectare, grosso modo. Quelle est la distance entre tes buses? La distance entre les buses, en général, c'est 50 cm. Et une fois que j'ai mis ces trois paramètres dans mon application, il va me dire, ça,
pour ça, il faut que tu aies un flux, un débit à la buse de 1,96 litres par minute. 1,2 litres par minute. D'accord? Et là, il va me dire, eh ben, ce flux, tu vas pouvoir l'avoir avec une buse 0,4 avec 4,6 bars. Tu vas pouvoir aussi l'avoir avec une buse 0,5 à 3 bars. Ou tu vas pouvoir l'avoir avec une buse 0,6 à 2,1 bars. Et là, en parallèle, il me fait une proposition de buse. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'il me fait surtout une proposition de taille de gouttelette. Donc, ça veut dire que si je utilise cette buse Lechler, là, ID3 là, à induction d'air, et ben, si j'utilise une buse 0,4, j'aurai médium. 0,5, j'aurai une taille de gouttelette qui sera grosse. Et à 0,6, j'aurai une taille de gouttelette qui sera extrêmement grosse. Et ça, toutes les TJet en fait, même si Genta commence à en faire, tout le monde a son application. La question, ce n'est pas quelle application que vous avez. La question, c'est d'avoir une application et de la comprendre et de l'utiliser à peu près correctement et l'utiliser le plus possible. Et là, j'ai une application, ça s'appelle Sprayer Calibrator. Et là, c'est la même chose. Il va me dire, moi, je vais lui dire la pression à laquelle je vais appliquer, par exemple. Je lui donne un volume et lui va me dire, bah voilà, pour ce volume, cette pression, il faut que tu appliques à 7,9 km/h et tu auras un flux à 1,98 avec une buse 0,5. Voilà. Ça, c'est justement, ça c'est plus important que le calcul là, c'est vite aller charger une application sur votre téléphone. À peu près tout le monde a un smartphone aux environs ou même sur l'ordinateur et vérifier est-ce que mon matériel est calibré correctement. Et donc là, on en revient à la finalité, c'est ce qu'il faut faire. Là, c'est juste un résumé. Ce qu'il faut que je sache, c'est qu'il faut que je connaisse mon produit, il faut que je lise l'étiquette. Il faut que je sois protégé correctement en tant qu'agriculteur. Donc, il faut que je me protège. Il faut que j'évite la dérive pour éviter les contaminations des autres sources. Ce qu'il faut que je fasse, il faut que je choisisse le bon volume de façon à ce que la gouttelette, elle reste sur la cible et elle ne se retrouve pas au sol. Il faut que je calibre mon matériel. Il faut qu'une fois qu'il soit calibré, il faut que je sache que la répartition elle est homogène. Il faut que j'optimise ma pénétration dans la canopée, c'est-à-dire qu'il faut que je roule à la vitesse adéquate, avec la buse adéquate, et il faut que mon pulvé il soit entretenu correctement. Ça, c'est les éléments essentiels d'une bonne calibration. Et donc moi, avec ça, j'ai fini. Et je vous remercie d'avoir écouté mes petits commentaires. Merci Marc. Merci Marc pour cette présentation très riche en informations. Donc, d'attaquer cette thématique d'optimisation des techniques d'application, c'est vraiment très fondamental de maîtriser ces aspects-là. On est dans les aires effectivement de ce qui est traitement, par exemple, de traitement de précision par drone, mais à un moment donné, il faut bien maîtriser les fondamentaux. Dans notre contexte marocain, les agriculteurs, ils sont toujours en traitement par tracteur et traitement tracté. Donc, il faut qu'on maîtrise ces bases-là. Tout ce qui est réglage du matériel, vérification de l'état du matériel, des états de buse, des états de manomètre et aussi corriger ce qu'on a en tête ou le producteur en tête. Il faut traiter à haute pression pour que le traitement soit efficace possible ou bien on traite bien. Donc, c'est pas ça le but. Donc, avant de donner la parole à Younes, Mariam va nous proposer un sondage. Non, je m'excuse, j'ai un peu dépassé mon temps. Non, Pas grave, oui, c'est pas grave, mais tu es dans les temps, donc c'est bien maîtrisé de ta part. Merci. Merci Salah. Donc,
Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci aussi Marc pour la qualité de la présentation. Donc, je vais enchaîner avec une partie très intéressante. C'est la partie relative au sondage. Donc, je vais partager avec vous quelques questions relatives à la partie présentée par Marc. Bien sûr, vous pouvez y répondre directement depuis votre écran. Ça dépend de quel appareil vous utilisez, s'il s'agit d'un ordinateur ou un téléphone. Parce qu'on croit que nous croyons fortement que le but à travers ces webinaires ou ces événements virtuels, c'est avant tout d'échanger avec vous et bien sûr de revenir sur les questions, sur vos questions, s'il y a besoin d'avoir plus d'explications sur la dernière partie questions-réponses de notre webinaire. Donc, je lance le premier sondage avec la première question. Lequel des facteurs suivants n'influence pas la qualité de l'application? Est-ce que c'est le timing, les conditions météorologiques, la surface végétale cible, la marque du produit? Donc, je vous invite à y répondre. Sachez que c'est un sondage anonyme. Donc, ça monte. On est à 14% de personnes qui ont voté. Marc, bien sûr, pourra noter aussi ses commentaires. Une fois les réponses seront partagées. On est à 32%. 36%, ça grimpe encore. « 42%. Ça monte. Donc, 1 minute et j'arrête le sondage pour la première question. Et je partage avec vous les résultats. Donc, en fait, là, ce qu'on dit, c'est que tout simplement, c'est la marque du produit, elle n'influence pas la qualité d'application. Elle va influencer le résultat. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut avoir le matériel le mieux calibré du monde. Si on a le mauvais produit, ça influencera le résultat. Mais ça n'influence pas la qualité d'application. Exactement. Donc, c'est la marque du produit qui n'influence pas la qualité de l'application. La bonne réponse, c'est la dernière. Le taux de réponse juste, c'est 57%. Donc, on a 13 personnes qui ont répondu juste à la première question. Voilà, si vous utilisez un produit de chez Bayer ou un produit de chez Syngenta, si votre matériel il est calibré correctement, et ben, vous optimisez votre investissement. Mais c'est voilà. Après, effectivement, il y a le problème du produit générique qui là, on peut dire oui, effectivement, il peut y avoir un biais. Ouais. Je suis d'accord. Donc, on passe directement à la deuxième question. Quelle déclaration n'est pas une bonne pratique lors de la pulvérisation? Pulvériser si le vent est trop fort, lire l'étiquette, calibrer le pulvérisateur ou vérifier la hauteur de la flèche. À vous. Donc, c'est parti. Je vois que le taux de participation est en train de monter. Ça grimpe encore, on est à 37%. Une minute et j'arrête le sondage pour la deuxième question. Et c'est parti, je partage avec vous les résultats. Donc, bravo déjà, parce que la bonne réponse, c'est la première.
Donc là, effectivement, communément, on dit qu'on peut utiliser une buse d'antidérive jusqu'à 6 mètres par seconde, grosso modo jusqu'à 20 km/h de vent. On peut utiliser une buse antidérive, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le mieux pour une application, pour optimiser l'application, ce serait de ne pas passer au-dessus des 3 mètres par seconde, donc des 10 km/h de vent. Après, effectivement, on peut utiliser une buse antidérive. Les buses qui permettent d'avoir une réduction de dérive de 90% peuvent être utilisées jusqu'à 6 mètres secondes. Donc, on passe tout de suite à la troisième et dernière question. Qui est la suivante. Lequel des types de buses suivantes n'est pas recommandé pour les céréales? Le jet plat, halo cone ou les buses à induction d'air? Une minute encore et j'arrête le sondage. Et je partage avec vous les résultats. Effectivement. Donc, c'est ces buses holocone. Ces buses holocone, on ne peut pas les utiliser, enfin, il ne faut pas les utiliser sur une rampe pour la grande culture. Tout simplement parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, je crois que c'était l'avant-dernier slide qu'on a vu où on parlait des orifices et on voyait que l'application, avec une déviation standard de 20% ou de 30%, ne permettait plus d'avoir une application homogène. C'est-à-dire qu'on avait des endroits où on avait plus de matériel ou plus de dépôts et des endroits où on avait moins de dépôts. Et en fait, cette buse holocone, elle va créer ça. C'est-à-dire qu'il y a des endroits sur la rampe, donc dans notre parcelle, où on va avoir plus de dépôts et des endroits où on va avoir moins de dépôts. Ce qui va favoriser soit de la résistance, soit de la phytotoxicité. Sans parler du fait que, effectivement, en général, ces buses holocones, elles ont souvent des tailles de gouttelettes qui sont fines. Donc, ils favorisent la dérive. Très bien. Merci Marc. Donc, je profite de l'occasion aussi pour repartager la vidéo qu'on a partagée lors du début de notre webinaire. Oui, s'il te plaît, Mariam, parce que je pense que pour que la majorité de l'audience puisse revoir ce vidéo. Exactement. D'ailleurs, je vous invite aussi à visiter notre chaîne YouTube sur laquelle vous trouverez une playlist qui regroupe plusieurs vidéos relatives bien sûr à la campagne céréalière et la culture des céréales. La voix. Marie, moi, j'entends rien. Ouais. Il y a un problème de son, Marie. Fonctionne pas. Hein. Il est déjà partagé, je vais essayer de le partager. D'accord. إخواني الفلاحة السلام عليكم. دائما في إطار صابا بلوس برنامج سانجنطا لمواكبة فلاحي الحبوب من الزرع حتى الحصاد. حنا اليوم كنتواجدوا في منطقة الغرب وبالضبط في مشرع بالقصيري جماعة الحوافات في الضيعة ديال السي عبد اللطيف الركراكي في مدرنة جريبة. حنا الآن في مرحلة نهاية التفريخ وبداية الاستطالة. من الوقيته ديال الزريع حتى لدابا طاحت تقريبا واحد 200 ملم ديال الأمطار الخير ولله الحمد، واللي كانت موزعة بواحد الشكل منتظم.
هاد الامطار رفعت من الرطوبه ديال التربه وديال الجو مع اشعه الشمس، خلقات واحد الظروف ملائمه لتطور الامراض. السؤال المطروح هما شنو هما الامراض اللي كتصيب الزرع؟ اجيو معنا باش نديروا واحد الجوله. على حسب الانتشار الجغرافي والاهميه الاقتصاديه فهناك 4 امراض اساسيه بالنسبه للزرع: السيبتوريوز، الصدى، بوبياض، والليلمانتوسبوريوز. اولا السيبتوريوز كيتواجد بكثره في الغرب، سيس، زعير، الشاويه ومناطق اخرى من المغرب. هو عباره عن بقع قهويه جنبها صفر كيضرب الاوراق، الساق وحتى السبوله، وهاد البقع كتلاقى مع بعضياتها مع تطور المرض. كينتقل السيبتوريوز عن طريق الريح والامطار بجوج، وكيتخزن في البذور وبقايا الحصاد. لذلك اخي الفلاح ديما كنصحو باستعمال بذور معالجه وما نزرعوش حصيده على حصيده. درجه الحراره المثلى بالنسبه للسيبتوريوز هي من 20 حتى ل 25 درجه، والرطوبه اكثر من 90%. ثانيا الصدى. الصدى فيه جوج ديال الانواع: الصدى البني اللي هو منتشر بزاف في المغرب، والصدى الصفر. بالنسبه للصدى البني هو عباره عن بقع بنيه مفرقه في الورقه وما كيتلاقاوش مع بعضياتهم واخا يكونوا حدا حدا. كيتنقل عن طريق الريح وكيتخزن في بقايا الحصاد. كيحتاج رطوبه عاليه وندع الاوراق في الليل وفي الصباح. الحراره المناسبه بالنسبه للصدى البني هي من 18 حتى ل 22 درجه مئويه. بالنسبه للصدى الصفر هو اقل انتشار من الصدى البني، فهو عباره عن بقع صفراء كتمشي مع الخطوط ديال الورقه. كينتقل عن طريق الريح، كيحتاج ايضا رطوبه عاليه وندى في الصباح، والحراره المثلى ديالو من 10 حتى ل 15 درجه مئويه. كينتشر في سايس، في تادله وفي سفوح الجبال والمناطق اللي بارده. ثالثا بوبياض او لويديوم، هو عباره عن بقع بيضاء في حال الطحين كتحول مع تطور المرض للون الرمادي. كتبدا الاصابه من الاسفل للاعلى. النبته المصابه ببوبياض ما كتعطيش سبوله الا كانت الاصابه مبكره، او كتقزم النبته وكتعطي سبوله بكري صغيره والحبوب ديالها ضعاف. درجه الحراره المثلى هي من 15 حتى ل 20 درجه مئويه، والرطوبه اكثر من 80%. كيتنقل البوبياض عن طريق الريح وبقايا النباتات المصابه. رابعا الحراقيه او الليلمانتوسبوريوز، هو مرض منتشر في جميع الجهات خاصه في الشمال الشرقي. كينتقل عن طريق الرياح والامطار ومخلفات النباتات المصابه. درجه الحراره هي من 20 حتى ل 36 درجه مئويه، والرطوبه اكثر من 80%. الا تصابوا الوراق بالليلمانتوسبوريوز في وقت العماره ديال الحب، فهاد المرض كييبس الاوراق وكيعطينا حب صغير. من بعد ما تعرفنا على اهم امراض الزرع، السؤال اللي مطروح دابا هو علاش خصنا نداويو ضد هاد الامراض؟ اولا لان هاد الامراض كتعطينا واحد الخسائر كبيره في المحصول. فمثلا السيبتوريوز يقدر يعطينا حتى ل 45% ديال الخسائر. الحراقيه او الليلماتوسبوريوز تقدر توصل حتى ل 50% الا ما داويناش. والخسائر ديال الصدى البني تقدر توصل حتى ل 70% الا كان الصنف ديال الزرع حساس. ثانيا بعض الامراض ديال الزرع تقدر تخلي سموم في الزريعه اللي تقدر تشكل خطر على الماشيه وحتى على الانسان. اذا من بعد ما تعرفنا على اهم امراض الزرع، كيولي السؤال ووقتاش خصني نداوي واش من دواء خصني نستعمل. تابعونا على فيسبوك صفحه سنجنطه ماروك باش تعرفوا الحلول المقترحه من طرف سنجنطه. Donc, Bash Randawi, avec quoi on va traiter? Donc, ça va être le sujet de l'intervention de Younes. Merci Salah. Merci de confirmer que vous voyez mon écran pour éviter le décalage de la connexion. Oui. Très bien. C'est bon. Merci. Rebonjour en cet après-midi. Je remercie les présents d'abord pour participer avec nous dans ce webinaire et un grand merci à Monsieur Marc pour la qualité des informations reçues lors de son exposé et pour son support habituel à nous déjà et aux agriculteurs qui sont nos clients et nos partenaires. Juste un témoignage par rapport pour faire l'enchaînement avec la première présentation. On a vu la dernière question qui avait ça témoigne de la participation des gens qui ont répondu juste. Il y a des choses qui nous paraissent simples, par exemple
choix des buses. On a vu qu'il y a des buses à éviter pour les traitements, exemple des traitements fongicides céréales. On a fait, bien sûr, avec M. Marc, des expérimentations. Nous, on a un département de développement de Syngenta. Et le résultat de traitement avec ce type de bus, ça donne vraiment un traitement en bande. Donc, il y a des zones qui ont reçu le double ou plus de la dose hectare et des parties qui n'ont pas été traitées. Donc, ceci dit qu'on suppose avoir un traitement homogène. Le cas des céréales, homogène parce qu'on a une dose hectare à respecter. Et rien qu'un mauvais choix des bus, ça donne une mauvaise qualité du traitement. Et pour faire l'enchaînement, on suppose qu'on a maîtrisé les facteurs pour un bon traitement. Reste à répondre à la question quel produit et quelle solution adopter. Syngenta vous propose, on a choisi de présenter 3 produits phares de notre gamme fongicide céréales pour vous aider cette campagne qui s'annonce, alhamdoulilah, très bonne et de bon augure pour faire une bonne campagne, et ce serait une campagne à 2 voire 3 traitements parce qu'on a reçu des pluies et les traitements fongicides ont déjà commencé dans certaines zones et on est en plein période de traitement. Le premier produit qu'on présente, pourquoi on présente Cherokee en premier? Parce qu'il reste la référence pour un traitement précoce. Même en Europe, c'est toujours d'actualité. Bien sûr, au Maroc aussi, il y a pas mal de gens qui sont satisfaits du choix de Cherokee en tant que premier traitement. Pourquoi premier traitement? Parce que parfois, on traite de façon préventive. Ça, c'est le cas idéal de cette année. On a des pluies, il y a les conditions et la température qui commence à grimper pour avoir des températures qui favorisent le développement de la septo et des ruis. Et même l'oïdium, on a vu l'oïdium dans certaines zones, donc on vous encourage à traiter préventivement. Donc le Cherokee, l'identité de produit, c'est un mix de 3 matières actives. Le chlorothalonil, qui est le produit phare de ce produit, et 2 matières actives triazole, la ciproconazole et le propiconazole, et avec une dose hectare de 1,5 litres par hectare. Ça nous donne un seul produit, mais plusieurs cibles. Même si la photo, on tire dans une cible, mais ça représente toutes les maladies fongiques, principalement la septoriose et les ruis. La qualité de Cherokee qui contient le chlorothalonil, qui appartient à la famille chimique des chloronitriles, et les préventifs principalement en empêchement toutes les réactions enzymatiques, et du coup, la formation, il bloque à plusieurs endroits, plusieurs sites, donc c'est un produit multisite, le développement du pathogène ou de la maladie en général, bien sûr associé à 2 matières actives qu'on va détailler par la suite, le propiconazole et le ciproconazole, donc une deuxième famille chimique, et principalement l'avantage, c'est l'inhibition de la synthèse des stérols, et puis on a un traitement préventif additif à la présence du chlorothalonil dans le produit. Le chlorothalonil, pour votre information, ça reste un produit, une matière active jusqu'à présent sans résistance connue à ce jour, même à plusieurs souches de septoriose. Ça, c'est les résultats des études qui ont été menées principalement en Europe, mais l'essentiel, c'est que c'est un produit qui reste très, très actif, efficace contre la septoriose. Bien sûr, aussi une très bonne efficacité contre les rouilles en général, et doté de qualité de blocage et d'inhibition de la maladie dans plusieurs sites. La photo, on schématise comment le mode d'action s'opère une fois qu'on a appliqué le Cherokee. Déjà, pour montrer la qualité préventive, bien sûr avec un bon traitement, on assure un bon étalement du produit sur le feuillage, ce qui est important pour avoir
un traitement préventif parce qu'il y aura la maladie qui va s'installer ou les premières contaminations qui vont tomber sur les feuilles. Donc, la feuille, elle est protégée de l'extérieur, ça c'est l'action du chlorothalonil. Et bien sûr, la combinaison des deux triazoles nous donne un effet curatif supplémentaire parce que même si on a décidé de traiter préventivement, il y a des plages où il y a des foyers où la maladie a déjà commencé. Et du coup, avec cette combinaison et un effet supplémentaire des triazoles qui ont une systémie qui permet d'arriver là où le produit a été appliqué ou sur les jeunes pousses et les jeunes feuilles. Donc, on a vraiment une protection optimale et durable dans le temps. La durabilité, bien sûr, c'est parmi les points forts de ce produit. La délai de la rémanence ou on dit la délai de protection. Bien sûr, on dit que 3 à 4 semaines, ça peut dépasser s'il n'y a pas une pression de maladie très, très forte. Et pourquoi on recommande Cherokee comme premier traitement? Parce que l'exemple de cette année, on risque d'avoir les conditions de la maladie, une humidité élevée, une température élevée ou moyenne pour le développement des rouilles et des septorioses. Donc, on risque d'avoir des vagues de maladies. Du coup, on a besoin de faire un produit qui va nous protéger de façon la plus longue possible. Et après, bien sûr, on peut revenir avec un deuxième traitement lorsqu'il faut vraiment, lorsque l'efficacité ou la protection du premier traitement s'avère, c'est-à-dire déjà atteint le maximum de protection. Parmi les avantages du Cherokee, c'est la technologie dite Wedelstick, qui est une technologie brevetée Syngenta, qui est en outre de la composition du produit. Ça, c'est lié à la formulation. Comme a dit Marc, il y a autre chose que les matières actives. Donc, c'est la formulation, la composition, comment le produit est composé. Surtout, c'est un produit qui est un mélange de 3 matières actives. Pour faire la comparaison avec un autre mélange, allez, on va dire qu'on peut trouver un mélange d'autres produits à base du chlorothalonil ou d'autres, mais on ne pourra jamais avoir cette stabilité et cet effet de synergie. On a vu lors du premier exposé qu'il y a même un effet d'antagoniste qui peut résulter d'un mélange de produits. Bien sûr, la discordance ou un mélange qui nous paraît homogène sur le plan chimique ou physique, il n'y a pas de dépôt, mais en termes d'efficacité, on peut avoir une efficacité moindre ou un antagonisme ou un effet de toxicité carrément sur la céréale. Voilà, la recommandation Syngenta, ça reste un premier traitement, donc un produit qui est facile à employer, un seul produit, on n'a pas besoin de mélanger et un emballage qui est sûr et simple. Deuxième produit qu'on vous présente, c'est le Commodore. Cette fois-ci, c'est la combinaison de 2 matières actives, 200 grammes d'azoxystrobine qui est la matière active phare de Syngenta en termes de protection contre pas mal de maladies fongiques, mais principalement en culture de blé et céréales, associé à la ciproconazole, 80 grammes de cipro. Donc, ça donne un mode d'action double. Il est à la fois systémique, translaminaire, mais aussi on peut assurer une protection de l'extérieur, donc par contact. Et c'est un produit qui est à la fois préventif, bien sûr, c'est l'azoxystrobine, et curatif vu la présence de la matière active ciproconazole. Le mode d'action, c'est l'arrêt de la respiration pour l'azoxystrobine et l'inhibition de la croissance mycélienne. Ça, c'est l'effet curatif parce que, comme on a dit, même si on traite, on n'a pas de symptômes, mais le cycle de la maladie, le cycle de la rouille ou de la septo a déjà commencé à l'intérieur de la feuille, à l'intérieur des tissus. Donc, ça nous donne un effet bloquant et antisporulon de la maladie. La dose est 0,5 litres par hectare. D'ailleurs, comme le Cherokee, c'est un produit recommandé sur un grand nombre de maladies fongiques, que ce soit la rouille jaune, la rouille
brune, l'élémentosporiose, l'accepto et bien sûr même l'oïdium qui s'attaque parfois à la céréale. Il est le produit qui assure une protection maximale à un large spectre d'action. Pour expliquer ce mode d'action qui donne l'avantage ou la force de ce produit, c'est qu'il a une qualité d'être absorbé progressivement à travers les feuilles, donc de l'extérieur à l'intérieur à travers les vaisseaux, les xylèmes. Donc, ça donne une qualité d'arrivée aux feuilles qui n'ont pas été formées lors de l'application. Ça donne un délai de protection plus long et aussi une capacité par effet translaminaire de passer de la surface supérieure à la surface inférieure ou vice-versa, bien sûr. On cherche toujours à avoir un meilleur traitement, mais parfois il y a des parties de la feuille dont les gouttelettes n'arrivent pas. Il faut avoir ce genre de produit pour assurer une bonne protection. Parce que la protection, c'est on cherche à assurer que la matière active arrive à sa cible. On a un produit performant, efficace, mais il faut toujours associer une bonne qualité de traitement. Sur le Commodore et sur les produits à base d'azoxystrobine, on a cette notion de stockage de matière active à travers là où il y a les gouttelettes dans les nœuds. Les expérimentations ont montré que même après l'application du produit, il y a la sortie, là où la pointe ou les bourgeons, après la sortie des feuilles jeunes, on trouve que la matière active transite à travers ces émissions ou ces nouvelles pousses ou nouvelles feuilles. Ça donne aussi une meilleure protection après le traitement et donc ça renforce le délai de la protection que donne ce produit, qui est le Commodore. Grâce à l'azoxystrobine, ça devient de plus en plus connu et remarqué même par les agriculteurs. Ça, c'est l'effet vert que donne l'azoxystrobine parce que, en outre le blocage du champignon et de la maladie, l'azoxystrobine est dotée d'une faculté de réduire la production d'éthylène. C'est la production d'éthylène qui est responsable de la sénescence ou du vieillissement des feuilles. Et bien sûr, le cycle de la feuille, après un certain stade, il tend à vieillir, bien sûr, pour nous donner, pour le remplissage des grains. Mais grâce à ce délai de vie étalé de la feuille, on peut avoir un rendement meilleur et aussi une qualité meilleure. Et ces expérimentations montrent que l'application de l'azoxystrobine par rapport à un témoin, vous voyez la barre grise, ça c'est les témoins, elle réduit la production de l'éthylène et du coup de la sénescence ou le vieillissement de la feuille à n'importe quel moment du traitement. Mais puisqu'on connaît cette faculté, une fois on applique le Commodore ou un produit à base d'azoxystrobine en deuxième traitement, ça nous donne un effet vert plus longtemps et du coup un taux de remplissage plus important et un rendement meilleur, mais aussi une qualité graine meilleure. Le graphe montre bien sûr la comparaison entre Commodore et un produit à base de triazole. On a bien sûr un pourcentage plus élevé d'augmentation de rendement. Troisième produit, c'est le Quadristrio. D'ailleurs, c'est un produit à 3 matières actives. Cette fois-ci, on retrouve l'azoxystrobine avec la combinaison de ciproconazole et la propiconazole, qui est un mélange qui a été choisi par Syngenta pour développer pas mal de produits. Pourquoi? Parce qu'il y a une complémentarité entre ciproconazole et propiconazole, comme j'ai dit, pour le Cherokee qu'on va expliquer ou détailler. La dose, c'est 1 litre par hectare. C'est une formulation EC liquide à base aquatique. Donc, c'est un produit prêt et très, très homogène. Qu'est-ce qui diffère la matière active cipro de la propiconazole?
la ciproconazole a une systémie rapide. Donc, une fois à l'intérieur de la plante, la vitesse de propagation ou le passage à travers les tissus végétaux est très rapide. Et ceci dit que la matière active arrive à sa cible plus rapidement. C'est pourquoi on voit que lorsqu'on applique Quadris, grâce à cette concentration ciproconazole, on voit qu'il y a un effet bloquant rapide. Même lorsqu'on commence déjà à regarder des tâches de maladie avant le traitement, grâce au cipro, donc il y a un effet curatif bloquant très très rapide. Bien sûr, le propiconazole, c'est l'inverse du cipro en termes de la vitesse. Il a une vitesse lente d'absorption et de mouvement à l'intérieur. Donc ça, c'est un effet qui nous donne une protection. Donc la concentration de la matière active à l'intérieur reste plus longtemps. Et bien sûr, c'est une meilleure protection des feuilles. Bien sûr, là, on a déjà parlé de l'azoxystrobine et de ces avantages dans un produit antifongicide céréal. Le même schéma qu'on a vu pour le Cherokee, mais cette fois-ci, on a une protection multisite de l'azoxystrobine à l'intérieur de la feuille. C'est un effet plus préventif, mais couplé ou avec de triazole qui nous donne un produit vraiment préventif, curatif, complet. Les avantages du Quadris, ils sont nombreux. Ça nous donne une curativité assez rapidement, donc il agit rapidement, et une longue rémanence pour les zones où on a un risque d'avoir des vagues de maladies, et aussi une bonne gestion de la résistance, parce que pour la meilleure façon de gérer les résistances, que ce soit de la septo ou des russes, c'est de multiplier les matières actives. Bien sûr, avec 3 matières actives, on peut mieux gérer cette résistance, et l'effet rapide du produit et l'efficacité à long terme. Et aussi une formulation nouvelle du Syngenta dotée d'une meilleure protection contre le lessivage et la perte du produit. Les recommandations pour cette année de Syngenta en termes de traitement, on recommande de faire un premier traitement Cherokee et puis revenir, bien sûr, avec le Commodore ou le Quadris, les deux produits. Allô? Désolé, est-ce que vous pouvez vous mettre sur mute? Voilà. Donc, pour le deuxième traitement, on recommande un Commodore ou un Quadris. On a vu l'effet plus de l'azoxystrobine comme deuxième traitement, une meilleure protection, mais aussi un effet vert plus durable qui nous aide à obtenir un meilleur rendement, une meilleure qualité graine. Et sur cette dernière slide, on a mis la gamme de tous les produits fongicides céréales Syngenta que vous pouvez bien sûr utiliser en fonction de vos les situations et les maladies et le diagnostic fait sur les parcelles, sur vos parcelles. Bien sûr, les gens de Syngenta, que ce soit les gens du commercial, du technique ou du marketing, sont à l'écoute de toutes vos questions. Et c'était ma dernière slide. Si vous avez des questions ou des éclaircissements spécifiques, n'hésitez pas à soit directement ou à nous écrire dans le chat. Merci Younes pour cette présentation intéressante qui met en œuvre nos solutions fongicides et aussi le programme, le programme de traitement recommandé par Syngenta. Donc, on passe, si vous voulez, à la partie sondage, Myriam. Exactement. Donc, je partage avec vous le deuxième sondage relatif à la présentation de Younes pour revenir justement sur les points essentiels abordés par Younes lors de la présentation des solutions Syngenta.
Et bien sûr, toutes vos questions sont les bienvenues et commentaires, que ce soit sur le chat, que ce soit à vive voix, juste après cette partie sondage. Donc, je partage la première question. C'est une affirmation. Il n'y a pas résistance connue à ce jour pour le chlorothalonil. Est-ce vrai ou faux? Je vous invite à répondre à la première question. C'est toujours un sondage anonyme, juste pour mesurer le degré de transmission de messages et bien sûr revenir sur les points essentiels dans la partie questions-réponses. Je vois que le taux de participation est en train de monter. On est à 50% de participants. Et j'arrête le sondage dans 1 minute. Très bien, très bien. Donc, on a choisi cette question. On va dire qu'il est plutôt facile pour l'échauffement. Donc, ça montre que vous avez bien capté ce message. Et mon commentaire, c'est que même en 2021, jusqu'à présent, on n'a pas, à l'inverse des autres matières actives, on n'a pas eu une seule souche de septoriose. Donc, la septo, il y a plusieurs souches qui sont résistants contre pas mal de matières actives. Bien sûr, ça diffère le degré de la résistance d'une souche à l'autre, mais le chlorothalonil reste la valeur sûre contre la septoriose. Bravo pour la réponse. Merci Younes pour le commentaire. Et on passe à la question suivante. Alors, l'effet vert observé sur les parcelles traitées par Commodore et Quadristrio est un avantage pour la culture en assurant un meilleur rendement, une meilleure qualité des grains, les deux à la fois. Je vous laisse le temps d'y répondre. Et je mets fin au sondage pour partager les résultats encore une fois. Très bien, encore une fois. Donc, même si à la slide, lorsqu'on a présenté l'effet vert, c'était sur la partie du produit Commodore, mais c'était bien, on parlait de l'effet de l'azoxystrobine qui est contenu dans les deux produits, Commodore Quadristrio. Donc, c'est bravo encore une fois pour les bonnes réponses. Voilà, le message est très bien passé. La troisième réponse est évidemment la bonne. Et on passe à la troisième et dernière question relative à cette partie. Que recommande Syngenta Maroc pour la campagne en cours comme traitement T1? Cherokee, Commodore ou Quadristrio? Mariam, apparemment. On n'a pas accès. Voilà. C'est visible? Non, maintenant c'est visible. Très bien, très bien. On s'attend à 100% de réponses justes. En tout cas, cette dernière question a connu le taux de participation le plus haut. On est à 65% de vote. Je laisse encore 1 minute et je partage le résultat de la dernière question. Donc, voilà.
Aïe, aïe, aïe. Bon, mais c'est un bon score. On est à 80%. Mais c'est l'objet d'ailleurs de poser des questions à la fin, parce que pour vraiment bien expliquer, la bonne réponse en euros, c'est le Cherokee. Le pourquoi, parce que quand on se base on a parlé de l'effet du chlorothalonil qui reste la référence contre la septoriose, mais aussi contre les rouilles. On sait que la septo, il est présent dans toutes les régions du Maroc. Et bien sûr, les rouilles diffèrent d'une zone à l'autre. Donc, on a recommandé pour accès à un traitement, un bon traitement en début de cycle, préventivement contre septo, mais à la fois contre les rouilles, et qu'on soit sûr qu'on a une bonne durée de protection qui va, comme j'ai dit, dépasser les 4 semaines pour si les conditions climatiques sont pas très, très sévères. Sinon, on peut revenir plus tôt, comme on dit, on ne sait pas le déroulement de la campagne, ça peut nous donner 3 traitements pour vraiment avoir une meilleure protection, mais c'est la recommandation de cette année. Merci Myriam. pour le commentaire. Merci Myriam, merci Younes.